Bonjour, nous sommes le samedi 21 novembre, il est un peu plus de 9 heures et j'ai décidé de vous tourner cette capsule numéro 5 de la série auto-immunité qui va toujours porter sur la thyroïdite auto-immune, exactement comme la 4, ceci est la suite de la 4, mais j'ai décidé aujourd'hui de sortir parce qu'il a gelé. Donc voilà, le paysage est tout givré, c'est joli. Goliath est en pleine forme, totalement déchaîné. Et donc je me suis dit, tous les éléments sont réunis pour vous faire une petite balade. Alors nous sommes dans une petite vallée, un tout petit affluent. Je ne suis pas certain qu'il a un nom, donc je ne vais pas vous poser des questions à ce sujet-là. Et voilà, c'est un très bel endroit. Et qui est toujours très froid. Il y a souvent 2 ou 3 degrés de moins, certainement 2 degrés de moins ici que chez moi. Donc là, il gèle toujours. Il a pas mal gelé la nuit, vous voyez le givre autour de moi. Donc cette capsule numéro 5 va reprendre le thème de la thyroïdite auto-immune. Vous entendez Goliath et son collier, ses petits médaillons. Si on commençait par un petit résumé de la 4, donc thyroïdite auto-immune, tout ce qu'on a dit dans les 3 premières capsules sur l'auto-immunité est évidemment d'application. Donc le paradigme de départ, c'est une inflammation intestinale et une augmentation de la perméabilité intestinale, donc un leaky gut pour parler en termes simples. Et un des facteurs de perméabilité intestinale qui augmente la perméabilité intestinale est la consommation de gluten, pas nécessairement l'allergie au gluten. Donc il suffit de consommer du gluten pour être exposé à la gliadine. La gliadine stimule la sécrétion de zonuline et la zonuline augmente la perméabilité intestinale. C'est un fait physiologique, qui n'est même pas de la pathophysiologie, qui est juste de la physiologie. Et donc, c'est pour ça que j'interdis à mes patients auto-immuns, en particulier ceux qui ont un problème thyroïdien d'origine auto-immune, thyroïdite également appelée maladie de Hashimoto, qui est plutôt le déficit en hormones thyroïdiennes, mais vous avez aussi la maladie de Basedow, qui est une augmentation des hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est l'hyperthyroïdie d'origine auto-immune. Et dans tous ces cas-là, j'interdis évidemment la consommation de gluten. Je vous rappelle aussi que les autres facteurs, alors, je vais vous montrer une magnifique vache derrière moi, vous voyez comme elle est attentive, j'espère que vous êtes aussi attentifs qu'elle à mon propos. Cette thyroïdite auto-immune peut aussi être favorisée par les autres facteurs qui augmentent la perméabilité intestinale, c'est-à-dire une consommation exagérée d'alcool. Je ne parle pas ici d'une consommation raisonnable, qui serait pour des patients auto-immuns de 5 unités, 5 verres d'alcool par semaine pour les femmes et le double pour les hommes. Malheureusement, pour les femmes, ou heureusement, j'en sais rien, autre bel animal tout aussi attentif que le premier, mais les vaches sont curieuses, vous le savez. Les femmes ont une bien moindre capacité de métaboliser l'alcool et donc les doses doivent être plus raisonnables. C'est comme ça, ce n'est pas une discrimination, c'est un fait physiologique là aussi. Et alors tertio, donc gliadine, alcool, tertio, les aliments trop épicés, typiquement le poivre noir qui est connu pour augmenter la perméabilité intestinale. C'est pour ça que certains l'associent à tort, je dirais, avec la curcumine. Parce qu'en fait, ça permet d'absorber la curcumine, mais qui passe dans les trous que forme le poivre noir dans la muqueuse intestinale. Donc ça ne me paraît pas être une méthode extrêmement amicale. Donc à éviter. Donc ce qui brûle la bouche brûle l'intestin. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Bon. Alors, qu'est-ce que je voudrais bien vous dire aujourd'hui après ce petit résumé? Je voudrais bien insister sur la multitude de situations différentes. D'un cas à l'autre, vous pouvez avoir
des anticorps antithyroïdiens. Là, je ne vais pas revenir dessus. Pour les anticorps, je vous renvoie à la capsule 4. J'ai fait tout le topo. Et vous pouvez avoir beaucoup d'anticorps et avoir une fonction thyroïdienne qui reste relativement correcte sur un plan biologique. Vous allez avoir un taux de TSH peut-être légèrement à la hausse, mais qui reste raisonnable, peut-être dans la partie supérieure des normes ou au-dessus de ce qu'on appelle la limite donnant accès à la zone grise. Donc entre 2,5 de TSH et 4,5 de TSH, on est en zone grise. Mais ce n'est pas encore la catastrophe. Vous pouvez aussi, dans ces cas légers, avoir des hormones thyroïdiennes qui restent tout à fait acceptables dans les normes. Aussi bien la T4 libre que la T3 libre. Bon, mais dans ces cas-là, maintenant, donc j'ai un peu fait évoluer mon approche. Je propose d'être relativement attentiste. La première chose que je vais faire, c'est supprimer le gluten. Souvent, on va voir 1. Les anticorps diminués, 2. La TSH diminuée, ce qui veut dire que la thyroïde reprend un peu du poil de la bête. Donc, je vous propose de commencer par ça. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a les autres facteurs, aliments épicés, alcool, identifier des hypersensibilités à anticorps IgG vis-à-vis d'autres aliments, souvent caséine, bêta-lactoglobuline, donc aller chercher évidemment au niveau des produits laitiers. Les œufs peuvent aussi, chez certains, et évidemment pas chez d'autres, être une source de problème. Tout peut être concerné. C'est très rare de voir des IgG élevés vis-à-vis du poulet ou des pommes de terre, mais je l'ai déjà vu. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller tester des IgG des aliments que le patient ou la patiente consomme souvent. Bon alors, écoutez, voilà, ça ne s'invente pas. Je suis ici à un endroit clé. Alors, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Voilà, ok, donc, ici, il y a quand même un peu de culturel à vous montrer. C'est un très vieux moulin qui se situe sur ce petit ruisseau qui est signalé là, et le moulin est en contrebas. Voilà, je crois que vous allez l'entreapercevoir là-bas, vous voyez. Et ça date de... ça a été les premières constructions. Bon, évidemment, ceci est une version plus récente. Je crois qu'il date de 1947. Mais le moulin a été créé en 1541. Vous voyez, ça fait quand même un bail. Et je ne vais pas vous conduire là-bas aujourd'hui parce que c'est privé. On ne va pas aller déranger les gens un samedi matin tôt. Et tant qu'à vous montrer des choses culturelles, vous voyez Goliath également sur ce chemin, qui est un magnifique petit chemin forestier, très très agréable. Je pense que je vais oser enlever la laisse et le laisser gambader. Bon, à nos risques et périls, Dieu sait ce qui va advenir de cette capsule dans les minutes qui viennent. Je vais essayer de reprendre mon propos et de m'y tenir. Maintenant, vous avez eu votre partie culturelle, très bien. Donc, ces cas relativement légers doivent être bien explorés, identifier les aliments qui posent problème, qui sont donc des réactions IgG, on appelle ça des hypersensibilités. Ce qui est intéressant, c'est que si vous supprimez cet aliment-là pendant quelques mois, ça se récupère. Alors vous me direz, oui, mais bon, et après si on le remange, si on le mange à nouveau, ça va revenir. Mais non, pas nécessairement, parce que si entre-temps vous avez résolu le problème du leaky gut, quand vous consommerez cet aliment de nouveau, vous allez le digérer dans le tube digestif, c'est quand même ça le principe de la digestion. Et puis, l'aliment, les protéines, ce sont les protéines qui sont allergisantes, je vous rappelle, je l'ai déjà dit,
on n'est pas allergique au sucre, on n'est pas allergique aux graisses, on est allergique aux protéines. On n'est pas allergique aux glucides, on n'est pas allergique aux lipides, on est allergique aux protéines, c'est synonyme. Donc ces protéines de ce que vous mangez, que ce soit animal ou végétal, vont être digérées, c'est ça le principe de la digestion, je ne vais pas revenir là-dessus, et les protéines vont être scindées en petits éléments, typiquement des acides aminés, mais parfois aussi des petits peptides, des dipeptides, à la rigueur des tripeptides. Car nous sommes capables d'absorber pas seulement les acides aminés de manière isolée, mais aussi des dipeptides. Ça peut fonctionner aussi sous forme de dipeptides. Mais ces acides aminés et ces dipeptides vont devenir méconnaissables. Plus rien ne permettra de les rattacher à l'aliment en question. Tous les végétaux, tous les animaux que nous mangeons, pour ceux qui ne sont pas végétaliens évidemment, eux ils s'en tiendront végétaux, ont en commun la présence de 22 acides aminés qui sont toujours les mêmes. Et donc à partir du moment où on récupère ces 22 acides aminés, nous pouvons reconstruire toutes les protéines humaines selon l'image que fournit l'ADN, notre ADN. Et donc voilà, vous avez le matériau brut qui est le fruit de la digestion et qui va être absorbé de manière sélective, de manière active, acide aminé par acide aminé, parfois des dipeptides, par votre muqueuse de l'intestin grêle. C'est toute la fonction d'absorption. Okay. Eh bien, si vous avez réparé les trous dans votre muqueuse intestinale, si vous avez soigné le leaky gut par des mesures alimentaires, par la correction des facteurs de perméabilité intestinale, que sont le zinc, la vitamine A, les matériaux de construction aussi qu'il ne faut pas oublier, qu'on obtient volontiers avec un bouillon de carcasse de poulet, hein, bone broth en anglais, parce que là-dedans il y a de la glucosamine, il y a des briques pour faire le mucus, etc. Tout participe évidemment à la reconstruction de la muqueuse intestinale. je peux vous dire qu'il ne fait pas très chaud. Toute cette réparation de la muqueuse, la maîtrise de la dysbiose, la maîtrise des proliférations bactériennes et ou fongiques est évidemment indispensable. Donc tout un travail d'identification de ces proliférations quand c'est sévère, tout un travail antimicrobien que vous pouvez faire avec différents phytonutriments. J'utilise beaucoup la berbérine, comme vous le savez. J'utilise aussi la lysine. Je peux utiliser les extraits de pépins de pamplemousse. Enfin, je sais bien que vous aimez l'huile essentielle d'origan, qui est un très bon antifongique. Il y a vraiment un choix énorme de moyens. Et puis alors, ce que je fais aussi, évidemment, dans les cas un peu plus compliqués, c'est des traitements sur prescription avec des antimicrobiens, antibactériens comme le Targaxan ou le Gabroal. Je devrais plutôt citer les molécules, donc rifaximine pour le Targaxan et paromomycine pour le Gabroal. Et alors des antifongiques, le diflucan, l'itraconazole qui est le sporanox, etc. Et donc je fais des choix au cas par cas entre ces antimicrobiens. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, j'associe souvent antibactériens et antifongiques parce qu'il y a souvent les deux. Et sur base d'un dosage des métabolites organiques urinaires, il faudra peut-être un jour que je vous fasse une capsule là-dessus. C'est un test que j'ai mis au point il y a longtemps, il y a certainement une vingtaine d'années, dont je parle en détail dans mon livre Écosystème intestinal et santé optimale, qui a été écrit dans ces époques-là, entre 2000 et 2002, publié en 2004, 512 pages,
pouvez obtenir ça sur mon site internet ou sur internet tout court. Vous avez ce kit mou qui permet d'en savoir plus et de décider exactement ce que vous donnez au cas par cas. Souvent, vous verrez qu'il y a les deux, fongique et bactérien. S'il n'y a pas de fongique, je donne comme un tout petit antifongique très, très light qui peut être la nystatine, de façon à éviter un effet boomerang quand on liquide les bactéries. Eh bien, les levures se trouvent libérées d'un adversaire et elles en prennent à leur aise et elles font... les levures vont faire un envahissement des zones qui ont été libérées par le traitement antibactérien. Donc toujours pensez aux deux, très important. Et voilà, vous avez tous les ingrédients pour remettre votre muqueuse en état, remettre votre écosystème intestinal en état. C'est de jouer sur le stress. Le stress aggrave tous ces problèmes-là. Bon, ça va presque sans le dire, mais j'aime bien de vous le rappeler quand même. Et puis, si vous réparez votre muqueuse, vous pouvez, mettons que vous étiez hypersensible aux œufs, des IgG élevés, eh bien, ça descend assez rapidement pour les œufs, justement, en particulier. Ça répond bien à l'élimination temporaire des œufs. Et puis, quand vous avez réparé toute cette muqueuse, ce qui, entre parenthèses, devrait vous permettre de faire baisser les auto-anticorps, parce que quand on voit une amélioration des IgG, on va voir en parallèle, à peu près systématiquement, la corrélation est très bonne, toujours des exceptions, mais c'est une très bonne corrélation, on va voir une diminution des IgG. Moins d'anticorps, moins d'IgG, moins d'anticorps. Bon, alors à un moment donné, vos œufs, ça a récupéré. L'hypersensibilité est plus ou moins réglée. Il peut rester un tout petit fond, mais on peut passer outre. On réintroduit progressivement et prudemment la consommation d'œufs. Alors vous allez me dire, bah oui, les IgG vont remonter. Ah mais non. Ah non, parce que la muqueuse est restaurée. La fonction de barrière est restaurée. Donc, dites-moi un peu, comment est-ce que l'organisme, comment est-ce que le système immunitaire va savoir que vous avez mangé les œufs? Il va voir arriver des acides aminés, dipeptides, parmi les 22, probablement toute la gamme des 22, et vous n'aurez aucun moyen, le système immunitaire n'aura aucun moyen de savoir que vous avez mangé un œuf. Parce que ces acides aminés, ils ne sont pas caractéristiques de l'œuf, c'est la séquence sur la protéine qui est caractéristique de l'œuf. Mais à partir du moment où la protéine ne peut pas entrer parce que vous avez réparé les trous du leaky gut, vous ne pouvez plus identifier la protéine et donc il n'y a pas de réaction allergique qui va redémarrer et vous aurez évidemment le bénéfice des acides aminés, des blocs de construction que vous avez mangés sous forme d'œuf pour reconstruire les protéines selon votre schéma génétique, selon la matrice de votre ADN. Donc, voilà, l'opération est faite. Bon, maintenant, c'est assez facile à décrire. C'est une plus grosse besogne, évidemment, que d'accomplir tout ça et d'y arriver avec un succès final. Mais c'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça que j'y arrive avec pas mal de patients, ce qui sous-entend que le patient doit être compliant. Et donc, quand vous faites tout ça, puisqu'on est quand même toujours dans notre thyrulite auto-immune, eh bien, vous savez quoi? Vous avez vos anticorps qui diminuent et vous avez votre glande thyroïde qui commence à reprendre du poil de la bête, si je peux dire, parce que bon, c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Vous voyez la bête là qui me tire. Finalement, j'ai laissé la laisse parce que je n'ai pas envie de trop perturber cet enregistrement. Vous voyez, si je m'arrête, ça hurle. Bon, ok, j'ai pas le choix. Il faut marcher jusqu'à extinction de toute étincelle d'énergie. Je crois qu'il marcherait bien pendant 24 heures d'affilée. À mon avis, il ne serait pas contre. Bon, je crois qu'après, il pourrait se reposer.
Donc, voilà un peu l'idée, si vous voulez, c'est que toute thyroïdite auto-immune ne doit pas nécessairement être traitée par des hormones. Alors, effectivement, là, j'ai une évolution de ma méthodologie parce que j'avais été influencé à la fin des années 1990-1990 par des articles, et notamment des articles dans le British Medical Journal, ça ne s'invente pas, qui disaient que la prise d'hormones thyroïdiennes permettait de ralentir l'évolution de la thyroïdite auto-immune, ce qui était logique puisqu'à ce moment-là, la glande thyroïde se met dans un repos relatif, ne doit pas travailler trop dur, et elle attire moins l'attention du système immunitaire. Et donc, elle est moins attaquée par les anticorps. Et c'est vrai que ça fonctionne aussi dans une certaine mesure. Mais c'est toujours un peu discutable, un peu plus délicat, pas totalement dénué d'effets secondaires potentiels, que de donner les hormones thyroïdiennes quand votre thyroïde n'est pas trop affaiblie. Parce que, bon, c'est difficile à doser. Vous avez toujours une production d'hormones thyroïdiennes conséquente, vous ajoutez des hormones, la thyroïde va travailler moins, c'est un peu ça l'idée, c'est le feedback négatif qui est reflété par le taux de TSH, mais finalement, c'est un peu jongler avec les hormones. Donc, je ne fais plus ça. Bon, les régulateurs anglais n'aimaient pas du tout, bien que ce soit quand même un thyroïdologue anglais très réputé, qui est le président actuel de la British Thyroid Association, de la BTA, qui avait écrit ces articles. Mais je pense qu'il y a eu une évolution dans ses pensées à lui certainement, et peut-être dans l'approche du monde scientifique, et je respecte cette évolution, et je viens de vous expliquer ici ma nouvelle approche qui est beaucoup moins hormonale. Bon, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des cas où la thyroïdite auto-immune a fait des dégâts, que je propose d'ailleurs d'objectiver par évidemment une échographie thyroïdienne qui, comme je vous l'ai dit dans la capsule 4, vous donne des données sur l'échogénicité. Vous pouvez avoir une hétérogénéité de cette échographie qui suggère l'inflammation, si c'est bien la thyroïdite. Mais alors surtout, le volume. Il vous faut le volume des lobes thyroïdiens. Et là, je vous donne les normes parce qu'elles ne sont pas toujours connues. Donc, c'est un peu plus petit chez la femme que chez l'homme, mais ce n'est pas énorme comme différence. Bon, je crois qu'on peut dire de manière assez générale, pour simplifier, que chaque lobe thyroïdien, il y en a deux, va avoir un volume de 3 à 6 cm3 ou millilitres, c'est la même chose. 3 à 6, donc pour la glande, ça doit être entre 6 et 12. Ça peut aller jusqu'à 15 pour les hommes. Voilà, donc si vous retrouvez évidemment avec un volume thyroïdien de total, en ajoutant les deux lobes de 4-5 millilitres, c'est un peu juste. Bon, si vous avez une tendance à l'atrophie avec des lobes qui font 1 millilitre chacun, là, ça devient très juste. Il y a quand même peu de chances que vous vous en sortiez sans traitement hormonal. Le volume ne dit pas tout, parce qu'évidemment, vous avez des petites thyroïdes qui sont super pétaradantes, comme vous avez les petits chiens qui le sont aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous avez les thyroïdes de plus grand volume qui sont paresseuses. Et puis là, vous avez l'inverse, des goitres avec des volumes exagérés, ça va dans l'autre sens, et qui peuvent refléter aussi une hypothyroïdie. Donc, vous avez de nouveau une très large gamme de cas, toujours personnalisé tout, mais le volume des lobes thyroïdiens peut vous donner une indication sur le bien fondé ou pas de donner des hormones thyroïdiennes dans un cas déterminé. Donc vous avez ça, vous avez évidemment les tests biologiques, la TSH, les hormones thyroïdiennes dans le sang,
les hormones thyroïdiennes dans les urines que je continue à utiliser parce que ça vous donne un petit éclairage, mais ce n'est pas évidemment majeur et ce n'est pas du tout suffisant pour agir, mais ça peut éclairer le tableau. Et puis, bien entendu, la clinique. Je vous ai parlé de la clinique dans la capsule 4 en vous disant de vous méfier, comme quoi dans les cas légers, la clinique peut être trompeuse. Vous pouvez avoir les mêmes signes cliniques dans la tendance hypothyroïdienne et dans la tendance hyperthyroïdienne, ce qui est très, très, très dangereux. Pas conclure trop vite sur la clinique seule, il vous faut d'autres éléments pour être certain. Où il faut un faisceau alors de signes cliniques et de symptômes, mais sur un symptôme bien spécifique, il ne faut surtout pas aller trop vite. Oui, ceci dit, bon, finalement vous allez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bon, une hypothyroïdie franche, avec une TSH très haute, donc c'est toujours l'inverse, une TSH haute, thyroïde basse, une hyperthyroïdie franche, avec TSH supprimée ou très basse, anormalement basse, c'est facile à identifier. Bon, là, il n'y a jamais aucun problème diagnostique, mais c'est des états plus limites qui sont délicats parce que là, les signes ne sont pas nécessairement discriminants. Okay, donc, soyez prudents. Et évidemment, en médecine fonctionnelle, qui peut être pratiquée par des médecins généralistes, pas par des endocrinologues, évidemment, qui, eux, sont beaucoup plus à même de soigner des cas graves, des cas complexes. Mais dans les cas borderline, dans les cas légers, c'est vraiment ce que les généralistes devraient prendre en charge pour soulager les gens, parce que c'est notre travail, quand même, quelque part. Hein, c'est d'aider les gens qui ne vont pas bien. Et là, c'est toute cette approche très fine, très individualisée, très subtile sur base de tout ce que je viens de vous expliquer, qui va vous permettre de gérer ça. Et donc, je vais vous prévoir la semaine prochaine une capsule 6, toujours probablement la capsule finale pour la thyroïdite auto-immune, où on va un peu parler des traitements thyroïdiens, hormonaux, mais il y a des trucs très très light qui peuvent très bien convenir. Et donc ça, ce sera le sujet de la 3e capsule consacrée à la thyroïdite auto-immune. N'oubliez pas les cofacteurs thyroïdiens aussi. Je vous les rappellerai, cofacteurs de conversion, zinc, sélénium, les building blocks, les matériaux de construction pour les hormones thyroïdiennes, que sont l'iode, et je vous en ai pas encore parlé, mais la tyrosine. Pour faire une hormone thyroïdienne, il faut deux ingrédients, c'est l'iode et la tyrosine. Bon voilà, mais le temps est écoulé, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et fin de cette saga Hashimoto, maladie de Hashimoto. À bientôt, merci pour votre fidélité. Un dernier regard sur le petit Goliath qui est là et qui va évidemment poursuivre sa promenade. À bientôt, merci, au revoir.